des telles présentations méritent un échange et un débat avec la salle. Je pense qu'on peut prendre une quinzaine de minutes. Donc, je vais prendre plusieurs questions. Oui, Général Trinquant et peut-être aussi derrière, juste après vous. Merci. Merci Nami. Dominique Trinquant de ONP Solutions. Je voudrais parler d'un partenariat dont on n'a pas parlé, mais qui a été remarquablement décrit par le colonel Adjao. Le partenariat public-privé, qui présente trois avantages. C'est d'offrir des financements, ce qui ne grève pas les budgets des pays contributeurs de troupes, de travailler dans la durée sur des contrats qui permettent d'avoir le soutien, et enfin de laisser la maîtrise aux pays contributeurs, puisqu'il passe un contrat avec une société et donc il a totalement la maîtrise, il n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Donc c'est simplement pour rajouter par rapport au panel un autre type de partenariat dont il se trouve que nous sommes les représentants et travaillons avec 3 contributeurs de troupes déjà sur ce sujet. Je crois qu'ils en sont satisfaits. Merci beaucoup. Vous aviez une question? Oui, Serge Banza, attaché ministre conseiller République démocratique du Congo. Je remercie d'abord l'Organisation internationale de la francophonie parce que c'est très rare d'avoir des réunions aussi 100% francophones. Donc au moins on n'a pas perdu le temps à l'école, grammaire et tout ce qu'on a appris. On peut s'exprimer quand même aujourd'hui. Alors, sans tarder, je voudrais entrer un peu dans la partie de ma réflexion parce que j'ai écouté la haute qualité de tous ces débats. Les panélistes sont intervenus depuis le matin jusqu'à maintenant et apparemment c'est bien. C'est vrai que on n'est pas trop focalisé sur la RDC, la MONUSCO. On était un peu plus en Afrique de l'Ouest. Mais toujours est-il que je peux revenir parce que le général Jean Bayou nous a ouvert un peu la fenêtre. Là, on entre là-dedans. On se pose des questions. On se pose des questions dans le cadre de ces partenariats. Parce que, prenons le cas de la RDC comme un cas école. Dans ce sens que, c'est d'abord l'un des plus grands pays francophones au monde. Donc, au niveau de la francophonie, on est déjà dedans. Et puis, de deux, dans le cadre du maintien de la paix, c'est l'un des pays qui a expérimenté les plus longues années de maintien de la paix, plus de 20 ans. Un homme de 20 ans, il peut vous donner un petit-fils déjà. Donc, ce n'est plus un bébé. C'est un garçon qui peut se marier, donc 20 ans d'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'on est là. On a cadré, on a recadré, on a paramétré, on a reparamétré, on a configuré, on a reconfiguré, on a évalué, on a réévalué. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est temps qu'au niveau de maintien de la paix, que nous puissions nous poser des questions et des interrogations et qu'on commence maintenant à poser des véritables actions pour que le maintien de la paix ne soit pas seulement une figure. Que ce ne soit pas seulement une figure. Il faut vraiment des actions sérieuses et concrètes pour que nous puissions améliorer aussi l'image des Nations Unies dans le monde. C'est extrêmement important. Et dans le cadre du partenariat, pour que ce partenariat ne soit pas seulement un vœu pieux, mais pour que ça devienne une réalité. Après plus de 20 ans, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transition, au sein de la MONUSCO, au sein de la MINUSMA? Quand je parle de transition, je parle de permettre maintenant aux pays qui ont expérimenté toutes ces forces de maintien de la paix de faire des véritables pas vers l'appropriation de tous ces processus pour, comme disait le colonel Guy-Antoine Adjao, pour que les pays africains puissent prendre maintenant en main leur destin. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Qu'est-ce qui bloque? Nous sommes là pour que vous puissiez nous éclairer. J'ai terminé. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je vais prendre encore les 2 questions ici. 3 en fait. Comme ça, on va pouvoir revenir au panel directement. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Colonel Koulibaly du Mali. Moi, je vais poser une question directe par rapport au G5 Sahel.
lors de la dernière rencontre ici à New York, le président malien a reconnu que les G5 peinent à donner les résultats escomptés. Donc moi, je voudrais demander au général Bikumo, selon lui, quels sont les facteurs qui bloquent en un premier temps, et en un deuxième temps, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la performance du G5 Sahel. Je vous remercie. Bonjour, je suis le général Biram Diop, chef d'état-major particulier du président de la République du Sénégal. Je souhaiterais tout d'abord féliciter tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions et parler de 2 points rapidement. Le premier, c'est sur le partenariat lui-même, au plan conceptuel. Je suis persuadé que le partenariat, c'est la voie qui peut nous mener vers la réussite. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Je sais aussi que le partenariat souvent se noue dans l'urgence, surtout sur le théâtre. Et je pense que malgré cette urgence, nous devons quand même prendre le temps d'organiser notre partenariat, de le théoriser, de le conceptualiser, pour se mettre d'accord sur les règles. La théorisation, elle n'est pas une fin, mais elle est une étape fondamentale, parce qu'elle permet de fixer le cadre, de trouver les arguments qui vont nous convaincre que nous avons besoin de ce partenariat-là. La théorisation nous permet aussi de nous fixer des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, on a la possibilité régulièrement de nous auto-évaluer, de faire le suivi et de faire l'évaluation, mais aussi d'être interopérable, de nous préparer à travailler ensemble et de gagner du temps. Donc pour toutes ces plus-values, je pense qu'il serait important quand même que nous prenions le temps, malgré l'urgence, au niveau du théâtre, d'organiser nos partenariats. Le deuxième point, c'est sur le partenariat que je souhaiterais qu'on prenne en compte, qu'on avait déjà commencé à prendre en compte dans le temps, mais malheureusement qu'on a laissé tomber. C'est au niveau des moyens aériens, notamment au niveau du déploiement des hélicoptères. Nous savons que les pays contributeurs de troupes africains ont des armées de l'air assez petites, avec des moyens très limités, mais qu'ensemble, ils peuvent faire quelque chose. Il y avait une initiative particulièrement intéressante qu'on a essayé de mettre en place, je pense, tout au début de la mission au Mali, qui devait regrouper le Niger, le Burkina et le Sénégal. Chaque pays devait déployer un hélicoptère avec son équipage et il y avait une distribution des rôles et des responsabilités assez bien faite. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Il me semble, sur la base des difficultés que nous rencontrons à déployer des moyens aériens, il me semble que cela, si on l'explore, peut être une solution à moyen terme. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc, merci de me donner encore la parole pour la deuxième fois au cours de cette journée. Donc, je me représente pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Rachida de la Tunisie, de la composante policière. Et je ne vais pas abuser de votre temps, donc j'ai résumé mes idées, donc je vais juste lire. Donc, un partenariat, d'après moi, doit se faire dans les deux sens et pas dans un sens unique. Il doit se faire aussi à tous les niveaux et pas dans le sens de rapport de force. Un partenariat doit se préparer selon 3 étapes. L'élaboration de plans d'action et de moyens qui seront basés sur des besoins réels. Deuxièmement, des objectifs à atteindre. Et troisièmement, une bonne évaluation et mise à niveau en fonction des résultats opérationnels. Donc, d'après moi, une harmonie entre décideurs et opérationnels est une indication majeure qui s'impose pour ramener à mieux le partenariat. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir vers le panel. Donc, on a 5
points très intéressants. Donc, si vous pouvez revenir sur ces différentes questions, la valeur en fait des partenariats publics-privés, d'une part, comment utiliser au mieux les partenariats pour qu'ils soient également part de la solution pour une réelle résolution des conflits, une pérennisation de la paix et des transitions solides dans des pays comme le Congo. Une question sur le G5 et les facteurs qui bloquent éventuellement la mise en œuvre et des facteurs pour l'amélioration des forces sur le terrain. La question des partenariats, du temps à prendre pour organiser ces partenariats, mais aussi des priorités dans le partenariat, comme les moyens aériens, notamment dans le maintien de la paix. Et enfin, justement, une façon de mieux établir ces partenariats dans les deux sens, mais également d'avoir une vision très stratégique et une bonne interaction entre les décideurs et les exécutants. Donc, si vous pouvez revenir sur ces quelques points, peut-être maximum 2 à 3 minutes par personne. Monsieur Anadif, je vais revenir vers vous, comme vous étiez le premier. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de questions que j'ai notées personnellement qui est adressée, mais au moins, par rapport à la question posée par mon frère de la RDC, je me permettrai de dire tout simplement, je crois que le thème de cet atelier qui porte sur l'action pour le maintien de la paix, il a été souligné la primauté du politique. Et je crois que nous, Africains, on peut tirer cette leçon qu'une façon de mettre fin à une mission de paix dans un pays donné, c'est d'arriver à ce consensus politique interne qui rendrait en sorte que la présence de la force ou d'une mission de maintien de la paix n'est plus utile. Malheureusement, souvent, c'est ce consensus politique interne. Le déficit est tel que, la communauté internationale qui a pour mission principale la paix dans le monde intervient. Et quelquefois, on la considère comme ingérence. Il y a différentes interprétations, mais il faut quand même que nous, dans notre processus d'appropriation il faudra qu'on voit que plus nous résolvons nos problèmes internes, plus nous fermons l'espace à des interventions étrangères. Je crois que ça, c'est une des leçons qu'on peut, à notre niveau, tirer. Vous avez dit d'autres points, monsieur ? C'est bon. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Par rapport à ce que le général sénégalais a dit, je crois qu'il y a un préalable quand même au partenariat. D'abord, dans le cadre de la prévention, il faut que les pays africains apprennent à mutualiser leurs moyens parce qu'ils ont des défis sécuritaires communs. C'est-à-dire que se claquemurer, c'est-à-dire que se replier sur soi-même et croire aujourd'hui, face à l'extranéité et le caractère transfrontalier des crises, et croire qu'un pays à lui tout seul peut faire face à ces crises, je crois que ce n'est pas possible. Il faut que les pays d'abord apprennent à mutualiser leurs moyens. Et s'ils mutualisent leurs moyens, ils auraient mis en place le soubassement pour un partenariat qui ferait appel aux alliés d'autres pays, européens ou américains. Je voudrais également ajouter que le domaine du partenariat doit être spécifié. Le domaine du partenariat doit être spécifié et à la suite de ce que le général Trinquant a dit, il faut que le cadre législatif, puisque quand le privé viendra pour investir, quel que soit le domaine du partenariat, il va d'abord chercher à savoir quelle est la loi qui fonde le partenariat dans le pays parce qu'il doit investir en toute sécurité. Donc le cadre législatif du partenariat public-privé doit être créé et cela ne saurait être le fait du décret présidentiel. Avant d'être le fait du décret présidentiel, cela devrait passer par le Parlement d'abord du pays, avalisé par le Parlement du pays pour légitimer cette action-là. Merci. Merci. Colonel Balega. Je n'ai pas eu des questions directes non plus, mais en fait, j'ai bien entendu la question sur le développement capacitaire par le colonel Coulibaly. Et là, je trouve, enfin, c'est mon opinion personnelle, que
il faudrait approcher ça d'une façon beaucoup plus holistique. Je vais donner un exemple. Par exemple, au Mali, vous avez les FAMA. Et si on dit, OK, on veut les appuyer, parce qu'en fait, c'est très important que les FAMA se développent, ben, il faut les aider, en fait, dans les différents domaines qui sont contenus dans le développement capacitaire. Moi, j'ai parlé d'un partenariat entre la Belgique et l'Allemagne, par exemple, dans différents domaines, mais c'est exactement la même chose quand on veut aider un autre pays, ou le Mali, par exemple, avec les femmes. Il faut travailler avec eux au domaine de la doctrine, par exemple. Le but serait, bien sûr, de développer leur doctrine. C'est pas à l'EUTM, par exemple, de venir au Mali et dire, voilà, votre doctrine doit être ça. Non, il faut travailler ensemble avec eux. Et c'est en fait, il faut développer la doctrine de la vision malienne. Et je peux donner un autre exemple. La Belgique a travaillé beaucoup avec les FRDC, par exemple. Et j'étais moi-même aussi dans un petit projet là-dedans. Et là, on avait vu, par exemple, que les FRDC ont été appuyés par la Belgique, par la France, par la Chine, la Sud-Afrique, etc., etc. Donc, si vous allez regarder au sein des FRDC, vous avez des doctrines un peu de tous les côtés, en fait. C'est pas ça ce qu'ils ont besoin, en fait. C'est à eux, en fait, de développer les compétences selon leur vision nationale. Puis, il faut tirer les mêmes leçons dans le domaine d'entraînement et de formation. Il faut travailler ensemble avec les FAMA ou n'importe quel pays qu'on veut aider pour développer leur politique dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entraînement. Et donc, pour pouvoir développer les compétences nécessaires, mais sur base d'une vision malienne, dans ce cas-ci. Il faut aussi les aider au niveau matériel. Il ne faut pas dire quand les ETUM, par exemple, ils travaillent uniquement sur l'aspect entraînement, même si on a dit aussi, le volet matériel ne suit pas. C'est pas vraiment normal. Je trouve qu'il faut travailler dans tous les domaines ensemble. Donc ça, c'est un défi politique, je pense, pour les aider aussi au niveau matériel. Il faut les organiser, il faut aussi les aider au niveau de l'organisation et dans tous les différents domaines, en fait, avec une approche holistique basée sur la vision, je vais dire, malienne. Ça, c'est, selon moi, ce qu'on devrait faire quand on veut aider quelqu'un ou un pays pour le développement capacitaire. Merci. Merci beaucoup, colonel. Général. Pour la question de la mise en œuvre du G5 Sahel, moi, je pense bien que le G5 Sahel, pour le moment, n'est pas vraiment inerte comme on le pense. C'est une force qui est en train de se mettre en place. Certes, surtout déjà pour la mise en place de la troupe elle-même, on est près de 80% de mise en place de la troupe sur les 3 fuseaux opérationnels. Mais bon, certes, la troupe est déjà mise en place, mais les opérations, il faut les moyens. Les promesses sont faites après la conférence en Belgique, mais le financement tarde à venir. Voilà les raisons pour lesquelles nos troupes ne sont pas équipées. Et le Mali, tout le monde le sait, c'est un environnement difficile à mener des opérations. Et en plus, non seulement mener les opérations, mais qui est l'ennemi? Ça, c'est la question qu'il faut vraiment se poser. Et par conséquent, il faut s'équiper en fonction du terrain et de l'ennemi. Et les moyens tardent à venir. Mais la volonté y est. On a des projets, des opérations. On est en train d'évoluer sur la mise en place de la troupe. Et je pense bien qu'on évolue dans le bon sens, tant que la volonté politique y est. Merci. Merci beaucoup, Général. Général Bayo, vous avez le mot de la fin. Merci. Donc, simplement, peut-être 2 points, un assez particulier et l'autre peut-être plus général. Bon, sur l'idée de l'unité multinationale ouest-africaine d'hélicoptères, par lesquels j'avais été concerné dans mes fonctions à l'époque à New York, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir, non pas comme le modèle, mais comme une approche certainement à développer, en sachant qu'il y a des choses qui sont difficiles à partager, mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites en termes de formation, en termes de maintenance, par exemple, et simplement aussi en termes de relève par différents pays qui peuvent effectivement apporter l'unité attendue selon les standards de l'ONU. Donc je pense que c'est des choses qui sont à développer. On aura certainement des partenariats, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais entre pays contributeurs aussi,
les principaux concernés par ces déploiements avec leurs exigences qui sont quand même assez énormes. La deuxième chose, c'est la question des normes. Je pense qu'on a du mal à parler de procédure. Quand on parle d'interopérabilité, quand on parle de formation, il faut parler de doctrine, il faut parler de normes. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose, et ça coûte pas cher du tout, sur lequel il faut apporter une attention, c'est l'appui au développement par les Africains et par les structures africaines de normes qui permettent de simplifier le travail des opérateurs, de rendre leur travail plus efficace, que ce soit une force ad hoc, que ce soit une force africaine, que ce soit une force de l'ONU, qu'ils apprennent pratiquement des méthodes qui sont applicables partout. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui sont quand même majoritairement francophones, je pense que les francophones peuvent être même ceux qui vont faire les normes. Et quand on fait les normes, on simplifie les coûts des formations et même les coûts d'achat d'équipement. Et puis le dernier, c'est que je voudrais quand même apporter un message positif, parce que j'ai peut-être été un petit peu critique dans mes propos. Je pense que la question dont on parle en termes de partenariat, c'est quelque chose qui va se faire, j'en suis persuadé, sur lequel les acteurs africains ont un rôle essentiel, mais c'est un travail de longue haleine, ça va prendre du temps. Donc, si le DOMP est quelque part dans la salle, j'espère qu'ils sont là, il faut vraiment qu'ils écoutent ce qui est dit ici et qu'ils apportent peut-être de la simplification dans leur dialogue avec les pays contributeurs. Je pense que c'est absolument indispensable qu'ils facilitent aussi leur contribution, qui est généreuse, qui est politiquement très forte, et qui est même sur le plan du sacrifice et de l'effort donné par leurs femmes et leurs hommes sur le terrain, extrêmement remarquable en termes de prise de risque et donc d'efficacité. Merci. Merci Général. Merci à tous les panélistes, merci à l'audience pour toutes vos questions et vos commentaires. Je pense qu'on a eu une conversation extrêmement riche sur la question des partenariats aujourd'hui. Je ne vais pas m'aventurer à résumer tout ce qui s'est dit, mais tout de même, je pense qu'on a eu des points très intéressants sur le fait qu'on a des déficits capacitaires à renforcer et le maintien de la paix des Nations Unies ne peut pas tout faire et a besoin de partenaires et que on a déjà vu les effets positifs de ces partenariats. On a des cas concrets, des leçons apprises, des bonnes pratiques qui jouent sur la performance et qui démontrent qu'on peut vraiment obtenir le mieux des avantages comparatifs de chacun. Que cela doit passer par des mécanismes efficaces de coordination et qu'on doit s'attarder à mettre en place les procédures, les stratégies, les normes pour ces partenariats et qu'il faut également clarifier ces partenariats, à la fois pour les bénéficiaires sur le terrain, mais aussi chacun des partenaires, pour que les rôles soient bien délimités et bien compris. Et enfin, je pense que la formation des acteurs pour le renforcement des capacités, le renforcement des performances a été évoquée à de nombreuses reprises, et que la diversité des acteurs qui peuvent rentrer dans ces partenariats, y compris des institutions privées, etc., est à garder en tête et peut vraiment compléter le système de partenariat dont le maintien de la paix onusien a besoin. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à remercier le panel. Merci. Le déjeuner va donc être servi au Café Vienna en sortant à gauche et vous êtes invités à revenir en salle vers 14h30. Merci beaucoup.